Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Carib ce soir. On est très heureux, dans cette période pourtant de vacances et de froid glacial, d'accueillir les éditions Tinbad, qui vont nous parler des cahiers de Tinbad, et plus précisément du numéro 5 de la revue, mais plus généralement du projet de Tinbad. Et puis Jules Vipaldo, dont on avait beaucoup aimé le un peu déroutant Pauvre Baudelaire il y a quelques années, et qui nous offre maintenant, donc chez Tinbad, Le Banquet de plafond, dont on parlera tout à l'heure, qui est bien entendu un livre de philosophie, comme vous vous en doutez, comme son titre l'indique. Et je vais laisser la parole donc à Christelle Mercier. Christelle Mercier, des éditions Tinbad, qui va voilà, nous expliquer un petit peu le projet et nous parler des cahiers Tinbad numéro 5, peut-être avec certains des auteurs en fait qui sont présents. Oui, tout à fait. Déjà, merci Hugues Ambert de nous recevoir. Alors, les cahiers de Tinbad, c'est le numéro 5, cinquième numéro. On existe depuis 2 ans et demi. Une revue qui se veut d'écriture contemporaine, avec en même temps dans ce numéro 5 quand même un gros dossier sur James Joyce et aussi des lettres d'Unique Azurne, inédites en français. Par rapport aux auteurs présents ce soir qui vont nous faire des lectures, parce que enfin, je vais les laisser parler. Et moi, ça va être très 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 court. Nous avons Claire Fourier, Jacques Codard, Raphaël Samama, Claude Raphaël Samama, excusez-moi, et Gilbert Bourson, que je vais leur laisser la parole en fait. On va rentrer dans le vif du sujet sur l'écriture. Écoutez, je peux simplement dire comment j'ai rencontré Guillaume Basquin. C'est sur Facebook. Il avait dû remarquer ce que j'écrivais sur ma page Facebook, mes petites notes. Et puis, il s'est intéressé à mon travail. On s'est connus comme ça. Et puis, il a souhaité me rencontrer. Il m'a demandé si j'avais un manuscrit. Bon, puis voilà. Et puis donc, maintenant, il est arrivé que j'ai signé avec lui pour un livre qui paraîtra en janvier 2019, si tout va bien, donc. Et il a voulu en publier des extraits dans ce numéro 5, à savoir la rencontre que j'avais faite à Tbilissi de Parajanov, c'était au temps de l'Union soviétique, avant la perestroïka donc, et Parajanov sortait quasi de prison, et il avait repris quand même son activité au studio. Bernard Noël était allé 2 ans auparavant en Union soviétique avec un groupe d'écrivains français, et il m'avait dit, tu iras voir Parajanov de ma part, voilà son adresse. Et moi, je faisais partie d'un voyage très, très classique, mais donc j'avais l'adresse en secret, et puis j'ai réussi un matin à me faufiler pour rencontrer Parajanov. Ça a été très dur, et donc j'ai fait le récit de cette rencontre dans un livre qui est sous le signe de Moby Dick, qui va s'appeler Le Rocher de Porspoder, et qui est écrit sous le signe de Moby Dick étant pour moi le livre culte depuis des années et des années. Donc, c'est sous le signe également du capitaine Ahab, et Parajanov a représenté pour moi un capitaine Ahab. Voilà. Je ne puis m'enfoncer dans les terres que pour retrouver en elles le large. Adulte, je suis de la sorte allé me perdre dans les steppes d'Asie centrale. Le nom de Samarcande hantait mon imaginaire, l'épopée du boiteux à travers les steppes multipliait dans mon esprit les feux des coupoles d'azur étoilé. Ne croyez pas qu'ici je m'éloigne du Finistère. Voir Samarcande et mourir, m'étais-je étudiante jurée devant un album de photos. Je pris donc un jour l'avion, dans l'intention, une fois les steppes traversées, de déposer un baiser sur le tombeau de Tamerlan. J'arrive. Le nombre des touristes m'étonne. Je dois attendre, pour exaucer mon vœu, qu'entraînés par leur guide, ils sortent et qu'il n'en reste plus un. Me voici seul dans le sein des saints. J'enjambe la corde qui défend l'accès au sarcophage. Je caresse le jade noir que la pénombre du mausolée rend plus ténébreux encore, et je sens battre dans les veines vertes qui courent, translucides et fraîches, à la surface de la pierre, l'ardeur inlassable du claudiquant. Au soleil couchant, alors que dans l'avion de l'aéroflotte nous faisons voile vers Tachkent,
nous survolons comme un ruban de feu le désert d'Asie centrale, la steppe de la faim, le Kizilkoum. Penché sur le hublot, je distingue en bas, dans la poussière dorée des pistes, point infime et rutilant, la litière portée par les guerriers galvanisés, d'où l'infirme commande au rougeoyant empire. Devrais-je en mourant me remémorer deux paysages, à coup sûr me reviendront le ruban de feu des steppes d'Asie centrale et l'émeraude de l'océan face aux dunes de mon pays. Je les confonds parfois dans mon imaginaire. Au retour, j'identifiais Tamerlan à Héphaïstos et même à Ignace de Loyola. Ils devinrent le même et illustre boiteux, et pour toujours, je me mis à aimer les boiteux de toutes sortes. Accab n'en est-il pas un? Jacques Coda en est un. Autrement dit, je me mis à préférer les hommes âgés et d'expérience aux jeunes blancs-becs et les rois destitués aux princes. À Tbilissi, j'ai rencontré un de ces vieux rois destitués, le cinéaste Sergueï Paradjanov. Un soir, c'était au temps de l'Union soviétique, mon mari et moi avons faussé compagnie au groupe de touristes. Nous errons dans les ruelles. Il est près de minuit quand nous repérons la maison dont je possède l'adresse en secret. Le cinéaste est encore au studio. Je suis déçue, pas abattue. Le lendemain à l'aube, laissant mon compagnon dormir, je quitte subrepticement l'hôtel en direction de la petite place, ombragée par un figuier, où se trouve le drôle de logis, sur la façade duquel sont cimentés des dizaines d'objets hétéroclites. Je me perds dans le dédale des ruelles. Malheur. Je cours à droite, à gauche, me voici à l'orée de la ville. Qu'est-ce que ces chants? Une boule dans la gorge, je panique, retrouve le chemin, ne sais comment. Il est 7h30. La maison est endormie. Je réveille un voisin qui appelle « Sergueï, Sergueï !» Je monte l'escalier extérieur, bordé d'une mince rampe de fer forgé, frappe à la porte qui donne sur la terrasse. Branle-bas à l'intérieur. La porte s'ouvre. Paradjanov a craint le KGB. Ce n'est que moi. J'explique. Oh, bienvenue. Il m'offre une robe qu'il me demande d'enfiler. C'est la robe géorgienne traditionnelle, lit de vin, brodée de jaune, celle d'une de ses actrices dans les chevaux de feu. Il me conduit devant une psyché. Tu es belle, m'ordonne de rester ainsi vêtue. Il m'assoit à sa table, me sert un petit déjeuner, thé, gâteau. Il découpe des lamelles de pêche et d'abricots, un gros abricot juteux, doré, sucré, comme je n'en mangerai plus. À chaque instant, il se lève, me fait admirer des marionnettes, des collages qu'il réalise lui-même et dont j'admire l'inventivité. Il ouvre des tiroirs, la commode manque de dégringoler. Je dois regarder, écouter, manger, parler à la fois. Il me fait visiter dans la maison l'appartement de sa mère et de sa sœur. Celle-ci cesse, pour m'accueillir, d'écosser sur la terrasse ensoleillée de gros haricots dont elle remplit une bassine émaillée blanche. Elle me couvre de regards affectueux. Je m'étonne du mobilier Chippendale, du piano à queue, vestige d'une époque aisée. On se croirait en Europe. Les murs sont couverts de tableaux. Un collage est intitulé « L'extase ». Paradjanov dit « Vous voir, c'est l'extase ». Je ris. Bientôt il est 11h. Je dois partir. Mon absence ne doit pas alerter le guide. Partir, alors que l'air n'est que tendresse? On prend des photos sur le balcon, devant les fresques. Le cinéaste a enfilé un peignoir en patchwork de velours cramoisi qu'il a cousu lui-même. Il est le guerrier des chevaux de feu. J'incline un visage radieux sur la large épaule du caucasien. Sa barbe grise se mêle à mes cheveux blonds. Espérais-je cela quand j'ai admiré son film à Paris? Il me donne des messages pour des amis français, m'embrasse, me dit d'embrasser la France, me prend dans ses bras. Il pleure. Reste, tu seras ma Jeanne d'Arc et tu seras ma femme. On fera des bébés, mon neveu sera leur cousin.
Je me mets à genoux, Akab, je te baise les mains. J'emporte un baluchon bleu, fait d'une petite nappe brodée, nouée à ses extrémités. Dedans, des cadeaux. Le neveu me raccompagne à l'hôtel, me tient serré le bras, m'embrasse discrètement sous l'oreille. Adieu, adieu, mais à bientôt. Vite, rentrer sans me faire remarquer, ranger le baluchon dans ma valise, être tout à la résonance. Dans quelle langue avons-nous parlé pour nous être si bien compris? Je ne connaissais pas le russe, Paradionov guère le français, un peu d'anglais, des gestes et la langue du cœur sans doute. Quand Paradionov est revenu à Paris, quelques années après, c'était 2 mois avant sa mort, je crois, il est venu à Paris et il y avait une rencontre à la librairie La Une. Mais il avait des gardes du corps, il avait vraiment un mur de gens qui le protégeaient. Et on m'a interdit l'accès. Et j'avais 2 photos dans mon sac à main. J'ai pas pu les lui remettre à la librairie, parce que j'ai pas pu accéder à la librairie La Une. Mais après, quand il est passé en voiture, la vitre était un petit peu ouverte. Et je me suis mise au bord et j'ai pu glisser une photo comme ça dans la voiture. Il était là, à la place du passager. Il a regardé, il s'est retourné, mais la voiture filait, puis voilà. J'ai toujours regretté, il m'a fait comme ça. Et il est mort 2 mois après. Voilà. Voilà, ben moi j'ai connu les Tinbad par l'intermédiaire de Pascal Boulanger, auquel j'avais remis des inédits de Pierre Rothenberg, et je crois que ça intéressait à cette époque la revue de Tinbad. Et donc dans le premier numéro dans lequel j'ai figuré, c'est en présentant les inédits de Pierre Rothenberg, et depuis je suis un permanent. Et donc je pense que j'ai un livre qui paraîtra dans 2 ans dans les éditions Tinbad. Voilà, alors là je vais lire quelques poèmes en prose qui étaient parus dans le cahier 5, mais bon, comme certains les ont déjà entendus 2 fois, j'en ai amené 2 ou 3 nouveaux. Alors ce sont des textes, des poèmes en prose qui font partie d'une série de 600 poèmes en prose intitulés qui est intitulé Propos et portraits à voix de perdrix. Il y en a déjà un certain nombre qui sont parus dans les cahiers Tinbad. Exercice de fraîcheur métaphysique. Les mots lui nouent autour de la taille le grand tablier de la vie. Ses mains touchent ses mains avec les gants de la vie pour les plonger expansives dans la poissonnerie du soleil. Il tutoie son étal où le dehors frétille du dedans et ouvre et ferme en haletant ses ouïes adoucissant la hache de l'envie. Où les paroles volent comme les écailles d'un ciel à mots couverts, son étal est la porte ouverte au Parlement où les choses deviennent les yeux de ses mains. Il plie des ricochets d'enfants dans des sargasses pleines de nichées attirantes de cercles qui montent en graines. Il rêve, réveillé du mutisme des chairs glacées, d'être sans nom, et les transforme en corps qui devient leur espace. Et son espace à lui, qui nage entre 2 eaux, comme un filet tendu ou un torchon mouillé, où butine une abeille entre les cuisses blondes d'un prêche de miel. Il mêle le floral des fleurs, au bar pêché dans la langue de sa cuisine langagière, et prône une recette en croûte à déguster. Apparaît en premier le chapeau. Portrait d'un artiste. Apparaît en premier le chapeau. Puis le vase apparaît de la question suivante. C'est comme un personnage en papier goudronné et la corbeille à pain de son visage avec ses hexagones orientés autour d'un centre rondelet où flèche une pensée
qui mijote en un parc solitaire et glacé. Pendu à son propre nez qui fleure plus la vanité que la substance, déclame que l'heure est venue d'apporter au public de l'instant sa dose convenue de signification. S'avance chapeauté d'un cylindre de tôle comme une citerne plus ombreuse qu'un lacrymosa. Public de la taupe de son texte, en bouche, mastique la surface abstruse de sa peau, ses 10 doigts dans les fleurs. Se tient à l'avant-scène où le trottoir d'en face, comme un réverbère, exhibe son raffet qui mime un infini. Apparaît un peu flou et comme une pancarte exposée aux excès de ses intempéries. On le confond avec le tronc d'une épuisette ou avec un fourgon étroit comme une antenne. Traverse pour rejoindre le prochain tournant qu'il est, avec ses gants, sa cape et son chapeau, qui contient la question suivante. N'est-ce pas le panneau qui signale un chantier ou une grue rouillée? La rue expose le portrait de son photographe. La rue promène son caniveau comme un basset. Des femmes passent dans la nuit plausible du jour et sur son tableau de bord qu'elle parfume de jambes sonores. Les façades avancent leurs chaises de bar pour une obligation de regarder le bel invisible en habit trop voyant arrêté au parking clavier tombé des feuilles. Les vitrines transpirent comme eau à la bouche. Des chiens s'interrogent près d'un sans-logis dont la main est étendue comme une inondation. On sent un flou vivace éclabousser la vue et sa falaise blême ou fondre dans la cuisse résiliée d'asphalte. La vitesse des arbres se met au point mort dans les automobiles. Une dame se penche sur le territoire soyeux d'un géranium à l'instant où s'est déclenché un objectif au projet artistique. Je me sens un virus qui cherche un hôte en écrivant mes via del tren subterraneo esperigrosa. De même ce moi qui est et qui se sent virus et qui est habité par un ou des virus qui mutent chaque instant. Cherche un corps compatible ou qui le deviendra. Un corps à explorer ou déjà enviré. Ma mission de virus est de le mettre à poil en loc, babelwed, ce corps, le pour lécher, dahan, le dégager. Le boire et le manger, petit léopard noir, lui compter le brouillard d'Aonaouilena, lui tailler la bavette avec la bouche en cœur avec la langue, le virer de bord si possible, lui mettre la montagne d'être dans le bec de l'aigle et la tinette en guise de sommet sacré. Moi, virus, présider sa chère âme, abuser le sommat bien en main, en vibrion, en cils de microscolopendre. Palper tous ses recoins bourreaux, c'est moi prison maison de correction. Je me sens un virus qui cherche un corps dehors pour sentir la saveur d'oursin de la pensée. Et parmi les atomes de sa chair, avoir le clinamen cheveux Marilyn sur ma langue empoissée par les mots. Deux autres. Quatrième dessous. Dans les recoins, les mots, la chambre est encombrée de dessous, ce sont des lits, des commandes, des lieux où la lumière est plus coriace que la peau du sol. Ce qu'on y retrouve n'est que rarement ce qu'on trouve dans les pensées qui restent en jachère avant d'être encaissées. La fenêtre est ouverte sur un nombre entier, tout comme l'oreiller. Les os, les nerfs vont suivre le troupeau de l'âme et s'appelaient aux genoux sur le tableau du corps. Tout suit en débandade, à pas de coin de mots de laps en laps, comme l'aorte et le dehors dans les plis de la tête, comme on fait son lit. Plus près, il ne s'agit pas d'aller plus loin, mais d'être plus près de ce qui vient à soi parmi cette cohue et la poussière ornementale d'anciens jours. On ne se tient pas sur la défensive, mais on est simplement cette cohue de choses. Personne brouillard. On est soi-même un nid qui fermente de bec en attente de faim. Pas un poste à pourvoir, mais un compost de porte nus et mal lavé. Un marais musiqué par les coléoptères aux ailes de narines et flagelles vierges. On s'attend pied en cap sur la route engluée dans sa soie crépitante et toujours en arrêt dans sa propre vitesse. Il s'agit d'être au plus rasant des commissures injonctives qui nous sommes d'en respirer les infinies et joyeuses limites. Un dernier.
Une étude baroque interrompue. Théâtrale et angoissée d'avoir à hanter la scène, la phrase se tient sur les béquilles optiques des doigts bagués de l'unique métaphore et s'interroge. Où est le zircon surmontant la carafe du sens de l'histoire? Quel matin devient la diva où le rouge-gorge tente sa nomination au concours d'opéra alors que son ombre sol et son duvet a déclenché l'aria tout expérimental? Une pomme, un rosier, un acacia naissant n'ont-ils qu'un centre unique? Alors que suavement, saintement, ils s'étoilent, se portraiturant sur fond d'indifférence? Et chacun est nombreux, froissement disparate au loto locutoire, où se joue l'opéra, où les étoiles font souffler les vents marins et buter les cailloux du vide interstellaire. Où est la beauté rapace de ce pire qui fond sur sa proie baroque et somptuaire au miroir qui est le cratère podium de l'écrit du regard? Où va le durillon divin au talon d'Héraclès de l'ego scriptor qui se croit pédicure et arpente la voûte plantaire qui est l'encrier de son pied, Compostelle, qu'il racle avec la coque évidée du trop-plein? Et le caca nerveux de la néoménie mène-t-il vers les donks du fédéral instant? Théâtrale, la phrase tire son chaland de mots et de valises pleines d'oripeaux albinos, chiffonnées, couleur d'un horizon artémisien, tendu vers le lieu provisoire de fusion des mots neigeux et du diesel ondulé de la mer. Quand tout à coup le vieux grille-pain du matin fait sauter la tartine abusivement cuite et saturée d'odeurs arrangères qui, elle, « Viens bouffer, c'est prêt !» On fait sauter la page abusivement cuite de l'ordinateur que l'on éteint pour obéir à l'injonction de quitter une chaise pour un tabouret. Bon, je me présente donc, Jacques Codat. Alors, comment ai-je connu Christelle, Guillaume et Timbad par hasard presque, par une amie peintre qui était amie elle-même de Jean Durançon et qui m'a informé de la création d'une nouvelle maison d'édition. Comme j'avais un manuscrit qui traînait depuis 20-30 ans dans une boîte à chaussures, que Calafert avait voulu absolument que Bourgadier, qui était son éditeur à l'époque, donc il y a 30 ans, édite chez De Noël, et que Bourgadier n'avait jamais voulu l'éditer, mais l'avait refilé à Solers, etc. Bon, j'ai raconté l'histoire 20 000 fois. Donc voilà, maintenant je suis comme toi, je suis devenu un permanent des cahiers de Tidbad. J'écris donc quasiment dans chaque numéro, et il y a un livre à paraître en 2019 également, je crois, l'été 2019, qui s'appelle Profession de foi. D'ailleurs, le texte qui est dans ce cahier de Timbad est un extrait du livre à paraître. En fin de compte, je vais lire le texte que j'ai déjà lu. Ne connaissant pas... Je sais que Muriel a écrit un texte sur une de mes toiles, donc j'hésitais. Non, je vais... Donnez-moi. Les Assis, voilà. Alors, Les Assis, donc titre emprunté à Rimbaud. Comment traverser ce mur, car il ne sert de rien d'y frapper fort. On doit miner ce mur et le traverser à la lime, lentement et avec patience, à mon sens. Vincent van Gogh. La mer, avec un palmier. C'est ce que j'ai vu tout de suite en me réveillant. Mal aux cheveux, la bouche pâteuse. Par la fenêtre, j'aperçois la mer. Une mer dont le plat est luisant comme une huile. Sur le devant se détache un palmier. Sur le devant de quoi? S'il n'y avait ce lit étrange par son immensité, cette chambre ressemblerait aux chambres qui se ressemblent toutes. Des murs bleus, un bleu vers lequel le bleu tend de toutes ses forces. Une affiche représentant une vieille publicité de la marque Ovomaltine. Un miroir où rien ne se dérobe. Une chaise, une table et un fauteuil en cuir. Et un grand poste de télévision perché au bout d'un bras métallique. Comme à l'hôpital, mais en plus grand, avec des DVD posés sur une tablette. Il y a également une salle de bain aussi banale que le reste, chargée de cosmétiques divers, disposés en amoncellement, et un placard où sont entassés des magazines que je ne lis que chez le médecin. La fenêtre et la porte sont fermées. Je veux dire désespérément fermées. Au tout début du règne des assis devant leur écran de télévision qui vient de s'allumer ici, les nantis investissent peu à peu la France. À Paris, ils chassent le peuple de ses quartiers, l'Est parisien, pour s'installer en lieu et place de l'histoire.
Ils reprennent la Bastille à leur usage personnel, sous des déguisements ouvriers, France Info et usage de faux. Aujourd'hui, assis sur leur vélo aux dépens du monde qui travaille, ils parcourent une ville qu'ils ont façonnée à leur image, une ville factice, une ville où la plage rêvait jadis sous les pavés et bradait chaque été sur les berges de la Seine. Les assis se traînent dans les dépotoirs du vide, les galeries de l'art en faillite, au rayon de l'art contemporain, où des essaims de mouches à merde exposent leurs chiures, leurs installations, des installés, des assis, encore et toujours. La mer et le palmier qui sont devant mes yeux sont des simulacres. Je suis à Paris, du côté de la nation. La nation. Je prends ma tête entre mes mains et je rêve d'ouvriers avec des têtes de Rimbaud, enculant les assis avec des bicyclettes de fer. Les assis sont des historiens du rien et d'Oriphore du fait, ils disent. Il s'agit avant tout de reconstruction et de donner du sens à celle-ci en la restituant dans son contexte premier, qui est l'ère des phénomènes transitionnels, aux pulsions créatrices, motrices et sensorielles de se manifester dans cette ère de permissivité qui implique le créant dans sa totalité, mais aussi dans sa fragmentation. Bien que désemparé, je fais semblant de montrer que j'ai pris goût à quelque chose. La chanson, par exemple, et je chante à tue-tête. Je chante et j'enlace l'air en chantant comme si je dansais avec ce que je chante, si bien que la tête toujours dissociée de mon visage me tourne pour marquer sa désapprobation. Peu m'importe. Je reprends le refrain avec entrain. Aujourd'hui que le réel est dans un rapport de stricte égalité avec le visible, rien n'existe en dehors de son image, oui, oui, rien n'existe en dehors de son image. Je m'arrête pour reprendre mon souffle, quand deux vers me reviennent en mémoire. Derrière le mur, impalpable, le jeu des vagues, cri de taureau. Je ris, en imaginant le taureau sous ce palmier factice, ces vagues de télévision. Je suis toujours là. Il est à peu près 6 heures, et il peut faire beau sur la mer en plastique posée devant moi. Ma main trace alors un taureau que j'imagine faisant les 100 pas, pour voir. Mais je n'ai pas le temps de finir mon trait, car c'est maintenant et sans retour possible. Oui, c'est maintenant, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Machinalement, j'essaie de penser à 2 ou 3 choses. Le taureau et les vagues, des choses qui se perdent dans le bruit que fait le téléviseur des assis. Quelqu'un chante, une voix de fille, des rengaines. Je parviens à me concentrer pour écrire quelques mots à côté du taureau esquissé. Le fond de teint pour commencer très clair. Porcelaine, poudre libre translucide, maintenant les yeux fermés. Puis les yeux ouverts, sortis de l'ombre qui a envahi ma mémoire, qui ne sait plus quel est l'auteur de ces phrases. Moi, la voix chante toujours. Je suis dans la salle de bain où s'entassent les cosmétiques, d'où émerge un rouge Kirchner. Je saisis le crayon gras et je dessine un magnifique taureau sur le miroir de la chambre. Les assis montent le son du téléviseur qui chante à tue-tête. Des fadaises. Je pense, où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Sans me le demander, dire je, sans le penser. Cette phrase me dit quelque chose. Mais quoi? Les assis ricanent, ils me montrent, entre deux rengaines, des images prises à la médiocrité, la laideur. Il s'agit d'art contemporain, un casque de cycliste, une planche à voile et un sens giratoire. Toute théologie est circulaire, dis-je au sens giratoire en ricanant à mon tour. Et j'ajoute dans un souffle, comme inspiré, quel était votre visage avant que votre père et votre mère se rencontrent? Ils, les assis, me font comprendre que ma question est sans objet, puisqu'ils sont sans visage. Je reviens à ma conception circulaire de l'être, Parménide, Plotin, Decuzes, Heidegger. Je réfléchis. L'être sort de lui-même pour revenir ensuite dans une sorte de va-et-vient, dans un mouvement d'expansion et de retrait. Montrer plutôt que démontrer, me dit le phénoménologue qui sommeille en moi. Aussi, j'efface le taureau rouge du miroir où dans le même temps s'inscrit peu à peu mon visage. Le détenu est condamné à déchiffrer le motif de l'inculpation incisé dans sa chair. La suite me manque comme je la manque. Les assis coupent le son, puis l'image qui s'éteint. Trou noir dans le téléviseur. Serait-il temps de dormir? J'ouvre le lit, immense et peut-être sans fin. Bon, je viens dire un mot sur la manière dont j'ai connu les éditions Tinbad. Je vais plutôt laisser la place ou la parole à l'auteur qui présente son livre. J'ai déjà lu des textes la dernière fois. Alors c'est un peu comme Claire Fauvier, à partir de
de Facebook où il y a eu une publication à propos du dernier séminaire de Lacan, enfin, un des derniers séminaires de Lacan sur James Joyce, auquel j'ai assisté. Ça faisait très longtemps que je voulais assister au séminaire de Lacan, mais c'était, bon, pour ceux qui sont un peu familiers de ces questions-là, à midi et demi, en pleine semaine, etc. Donc, c'était très difficile d'y aller. Enfin bref, j'ai eu la possibilité d'assister cette année-là au séminaire de Lacan, qui a donné lieu d'ailleurs à un livre après qui s'appelle le Symptôme, qui est un des séminaires de Lacan publiés. Et puis voilà, j'avais réagi à un commentaire sur cette information, sur le séminaire de Lacan. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque c'est un petit peu technique. Donc j'avais eu un échange avec un des correspondants de Facebook à ce sujet-là, disant, pour le dire très brièvement, que finalement, Lacan, avec Joyce, était un peu tombé sur un os. C'est-à-dire l'homme du signifiant, du langage, de l'inconscient qui est structuré comme un langage, etc., dont il a fait un peu son cheval de bataille psychanalytique. Finalement, il s'était un petit peu heurté avec Joyce, et en particulier Finnegan's Wake, à quelque chose, pas seulement d'indigeste, mais d'indigérable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entrer dans cette théorie, puisque Joyce avait déjà, en quelque sorte, préalablement, devancé Lacan par rapport au langage, par rapport au signifiant, en mettant tout en signifiance absolue, à tel point qu'on ne peut pas l'attraper, je veux dire, Joyce, en particulier dans Finnegan's Wake. Voilà. Et puis à la suite de ça, eh bien, j'étais allé à une réunion, à une lecture sur les cahiers de Troyes, ou je ne sais plus. Bon, ben, on a sympathisé comme ça. J'ai eu, j'avais acheté le livre de Guillaume Basquin, qui ce soir n'est pas là, donc livre de papier, qui est un livre absolument remarquable. Je dis pas ça par flagornerie, par courtisanerie, ou que sais-je. Et voilà, j'avais pris ce livre et je l'ai lu sans le lâcher. Je pense que c'est un livre très remarquable, enfin, on va pas dire un chef-d'œuvre, parce que le mot est un peu galvaudé. Et j'en ai fait donc une recension critique, qui est parue d'ailleurs dans Europe l'année dernière. Et bon, à la suite de la publication de livres de papier, il y a eu beaucoup de critiques qui sont parues sur ce livre, très remarquable, en particulier dans la revue de Philippe Solers, L'Infini, etc. Et je pense que Guillaume Basquin nous a donné là quelque chose d'important pour, je veux dire, les écritures d'avant-garde telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Voilà. Et puis à la suite de ça, on a rentré dans une sorte d'amitié et d'échange, voilà. Et puis à l'occasion du cahier numéro 5, où James Joyce était un peu en relief, à l'honneur, j'ai repris, je ne veux pas être trop long non plus, j'ai repris d'un de mes ouvrages déjà publiés, qui s'appelle 105 essais de miniatures spirituelles, une forme ou un genre littéraire, enfin une forme littéraire que j'ai élaborée dans ce livre et qui consiste à condenser la pensée, les images, la figure d'un grand auteur, enfin d'un moins grand d'ailleurs, dans très peu d'espace d'écriture, mais avec une très grande densité pour faire sortir un peu, faire émerger, parfois d'ailleurs avec une lecture un peu interprétée, ce que peut être cet auteur dans la galaxie de la pensée ou de la littérature, en cassant toute chronologie, parce qu'on trouve dans ces 105 miniatures, on va trouver Shakespeare, on va trouver Bergson, on va trouver Valéry, on va trouver Georges Bataille, on va trouver Gongora, enfin que sais-je, Keats, enfin bref,
c'est un peu comme ça, une espèce de compendium d'auteurs que j'ai donc voilà, mis dans des miniatures spirituelles comme ça, évidemment Rimbaud et Baudelaire, enfin, tout. L'idée au départ, c'était de faire un poème sur un poème. Puis à partir de là, comme je suis philosophe de formation, j'ai embarqué là-dedans plein de choses. Et donc il y avait dans les essais miniatures spirituels déjà publiés chez Maison d'Amélie, celle sur James Joyce, que j'ai relue et qui m'a paru peut-être pas suffisante, parce que ça a déjà quelques années, et j'ai eu envie comme ça de l'amplifier. Et donc dans le cahier numéro 5, il y a une miniature, ce que j'appelais miniature spirituelle, à nouveau miniature spirituelle sur James Joyce, qui est sur 3 ou 4 pages, une sorte de court essai, on va dire. Et au passage, oui. Vous avez raison, il faut rendre à César ce qui est à César, et vous avez raison de rendre hommage à Guillaume Basquin, parce que c'est après avoir lu le livre de papier que je me suis dit, oh là là, chez ce type-là, il y a quelque chose, je vais entrer dans cette maison-là. Oui. D'ailleurs, on s'est pas trompé, parce que je veux dire, ça se poursuit. Donc James Joyce, une miniature spirituelle. Parler comme le veut la langue liquéfiée, qui va, entre où bon lui semble, inventer un dire ancien et neuf, peindre de mémoire et d'oubli, écrire sans nul relâche et nommer autrement, tu n'épargnas rien à la parole insatiable et séculaire, tes combats livrés aux fins d'avènements inouïs et de glorieuses parousies. L'eau serait ton élémentaire, et à ton écriture ressemble le verbe débondé d'une œuvre océanique où tu fais naviguer, quand le ciel lui-même s'est tu, après ses grands oracles, et pullule à l'infini la terre de rumeurs surannées et d'abusives prétentions. Alors, le texte alterne les textes en typographie normale et puis des italiques. Donc là, c'est un italique. Il fallut chercher du côté des géographies symboliques, préférer dans l'environ des côtes et des ports les cours qui y mènent, où en pourrait partir pour les voyages de l'esprit. 3 points. Reprendre ceux qui déjà ont été ou se peuvent sans condition. Mind cruises in a certain way. Texte reprend. À ce compte-là, tel le courant allié avec la source et toute onction ou sacre, tu sus l'onde vive, dérivant, et que chaque flot, tôt ou tard, à l'océan ramène, comme l'entendait sans doute ta Livia serpentine, partout immiscée. Livia, personnage aquatique, si on peut dire, de Finnegan. Fierce is your isle, Ireland. De cette érine native élue au nid, regrettée, reprise au fin d'une idéale renaissance, tu n'en retins pas la violence, l'ire, mais t'emparas plutôt de son corps hanté. La ville intestine, de rivières assiégées et de mers ceinturables, prétend au navire en partance son air marin, ses docks impatients, ses quais mélancoliques, et toujours alors la fièvre des départs pour l'odyssée circulaire de nos vies. Aussi bien, l'art et navigation et sont proches et plus lointaines les îles que nous sommes ou rêvons. La femme première et arbitrale, chaque homme tremblant à son miroir ou fourchant à sa langue, les mythes antiques ou neufs prêts à leur office, les rêves surtout très disposés à les rejoindre, le livre, enfin, d'évidence, depuis que les précédents furent associés pour le meilleur et le pire, au commencement. Italique, entre parenthèses. Que ton œuvre soit alliée des eaux, voilà qui ne surprend. Lacan lui-même s'y noya, qui te chercha en vain, dans sa langue frôlant la tienne, enfermement que d'emblée tu prévis et déjoua. And apparently, here comes everybody. Oh, Finnegan, le rêveur signifié, l'éveillé en tête de ces troupes ondines, imaginées entre légendes, ballades et fables, à la seule lumière d'essentielle genèse contrapontique. Tous les mots vont bien au livre,
comme à son embouchure va le fleuve torrentiel, qui les charrie et parfois mêle à ses crues nuages légers ou lourds, interminables averses, tempêtes, débordements, accalmies à ses berges, coulées pures ou altérées, estuaires libérateurs, et alors, courses océanes offertes à une grande aile battante. Like you work in progress, or a speeded bird, a more regular fish, or your pregnant Livia, as it could be thought, oui, telle que femme liquide à son travail d'enfantement, her amniotic waters for a symbolic best or worst. La chanson s'en paye, la théorie lassée, la vie allègre seule à l'œuvre, et qui pense sans embarras, matrice présentable, latente, désirée ou forclose, alambic de l'histoire naufragée et secourue néanmoins à cause des seuls récits qui vaillent de l'homme, nu et multiplié. Pardon. D'Athènes à Jérusalem, excusez-moi, d'Athènes à Jérusalem, des Hébreux aux Hellènes, magiquement rassemblés, s'en est allé et reviendrait ce qui compte, Ulysse rescapé du chant poignant au plus serein d'Homère, sa noble filiation, Télémaque portant une croix hésitante entre père et mère, Finnegan comme s'éveillant dans l'arche noachique au milieu du déluge par décret des cieux, d'autres figures plus anonymes et pas moins spécifiées en leur tribulation hésiodienne, adamique. Ici, retour à des récits qui comptent, la nudité transgressée du père, les frères maudits ou distingués, dont celui porteur du nom Sem est comme de lui tout signe. Une gémellité jalouse, Sem, Shaum, comme le veut la scène universelle, une mimétique de tous les temps, jugement de Dieu et que cesse toute idole où se profile l'un inaccessible. Je vais peut-être m'arrêter. Voilà, pour avoir une idée. J'ai fait ressortir dans mon dernier mot, dans mon James Joyce, la dimension de ce que moi j'appelle l'hébraïsme, hein, qui n'a rien à voir avec antisémitisme, judaïsme, etc. L'hébraïsme, c'est-à-dire une sorte de pensée ou de fil symbolique qui court à travers l'histoire et qui n'a pas échappé à Joyce, dont tout le monde sait que son personnage principal dans Ulysse est Bloom d'ascendance hébraïque. Voilà. On va laisser la place. Merci beaucoup. Donc voilà Moi, je voulais juste dire un mot en fait sur ma rencontre avec Tinbad, qui est une rencontre qui au départ s'est passée, il faut bien le dire, dans la ville du Mans, parce que j'ai découvert Tinbad en fait par les auteurs que j'avais connus au doigt dans la prose, à commencer par Christophe Hainaut, et puis ensuite, peut-être surtout pour moi, en tout cas, Perrine Lequerec, une auteure que j'adore et je ne peux que vous recommander, enfin vous le connaissez déjà, Mes Ruines, un travail sur Unique Azurne qui est absolument magnifique, en fait fait par Perrine Lequerec chez Tinbad Poésie. Alors on parlera peut-être tout à l'heure de Tinbad Poésie, enfin bon là, qu'est-ce que la poésie ma foi. Et un troisième auteur donc qui également a été publié au doigt dans la prose, donc éditeur aujourd'hui en sommeil, mais qui a laissé un héritage précieux. Donc Jules Vipaldo qu'on accueille ce soir, avec un ouvrage qui s'appelait Pauvre Baudelaire, dont il reste 2 rarissimes exemplaires encore en vente là. Et moi, j'avais été très surpris par ce texte, même dérouté. Et puis, après un moment de flottement, je suis entré dedans et je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose. Et du coup, quand j'ai appris, donc par Guillaume Basquin, que un deuxième texte arrivait donc maintenant chez Tinbad, Le Banquet de plafond, bah, je me suis réjoui. Je me suis méfié aussi, je me suis dit je vais encore être dérouté, et je l'ai été évidemment. Donc ce que je vous propose c'est d'écouter en fait plusieurs extraits du Banquet de plafond, et puis ensuite je poserai brièvement 3 questions qui me tiennent à cœur en fait à Jules Vipaldo, une fois qu'on aura entendu le texte.